Dernier, le Parlement européen a adopté une résolution qui qualifie la Russie d'État soutenant le terrorisme. 494 voix pour, 58 contre et 44 abstentions. Les frappes russes en Ukraine contre des cibles civiles comme les hôpitaux, les écoles ou les infrastructures énergétiques violent les lois internationales, a précisé la résolution. C'est ce qui est précisé dans cette résolution. Alors je vous pose la question. La Russie peut-elle être considérée comme un État terroriste? Pour parler de la Russie, en même temps de la situation en Ukraine, bien évidemment. Avec nous, Nathalie Loiseau, députée européenne Renaissance, bonjour. Bonjour. Auteur de La guerre qu'on ne voit pas venir aux éditions de l'Observatoire. Karima Delli, qui est députée européenne Les Verts, bonjour. Bonjour. Et Nicolas B, qui est député européen sans étiquette. Député européen Reconquête. Reconquête, oui, Reconquête, mais sans étiquette au niveau européen. Pas actuellement dans un groupe parlementaire. Voilà, pas dans un groupe parlementaire. Bien. Alors, je vous pose à tous les trois la question. D'abord, comment avez-vous voté? Vous avez voté pour la résolution, Nathalie Loiseau? J'ai voté pour la résolution. Karima Delli aussi. J'ai voté pour la résolution. Nicolas B. J'ai voté contre cette résolution. Bien, vous allez nous dire pourquoi. Commençons avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez voté contre? D'abord parce que, évidemment, on peut regretter la guerre. Oui, on regrette la guerre. La Russie oui. et l'Ukraine. On peut condamner, ce qui est mon cas, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, la violation du droit international et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, le déséquilibre de la position diplomatique de l'Europe, et notamment de la France, depuis maintenant de nombreuses années, finalement a contribué à cette guerre à la périphérie immédiate de l'Europe. Et finalement, la surenchère verbale, qui est un peu la caractéristique du Parlement européen, très régulièrement, on a comme ça des résolutions qui sont sans effet réel, sans effet juridique, sans effet politique, qui sont des déclarations de principe, en réalité, n'apportent absolument rien. On peut toujours annoncer, professer comme ça que la Russie serait un État terroriste. En réalité, ça ne correspond à aucune définition juridique claire, et surtout, c'est évidemment pas de nature à améliorer la situation. C'est exactement comme les sanctions. On a prononcé en 2014 des sanctions contre la Russie. Elles ont eu comme effet désastreux un blocus sur nos produits alimentaires qui a fragilisé l'agriculture européenne. Mais finalement, cette surenchère de sanctions pendant 8 ans, au lieu d'affaiblir la Russie ou d'empêcher la guerre, ça a abouti justement à la guerre. Donc il faut quand même se poser la question de la méthode. Si on veut la paix, si on veut construire la paix, il faut privilégier la voie diplomatique plutôt que la surenchère verbale. Juste une question avant de donner la parole à Karima Delli et à Nathalie Loiseau. Vous pensez que ce sont les sanctions qui ont favorisé la paix? En tout cas, ce qui est sûr, c'est à cause des sanctions que ce qui est sûr, Jean-Jacques Bourdin, la guerre. Ce qui est sûr, Jean-Jacques Bourdin, c'est que ces sanctions n'ont en rien permis de retrouver le chemin de la paix, en rien permis une amélioration de la situation diplomatique. Au contraire. Et en réalité, c'est le déséquilibre de la position de l'Europe, alignée sur les États-Unis et les intérêts américains, qui a abouti à un choc de plus en plus frontal entre l'Ukraine et la Russie, qui a abouti à cette guerre. Alors, évidemment, encore une fois, moi je déplore totalement la guerre. Choc frontal. Je condamne avec la plus grande clarté. Non, mais vous condamnez, mais vous ne donnez de la pas de Russie. Solution. Alors, non, mais personne ne donne de solution, et certainement pas cette résolution du Parlement européen. Alors, justement, pourquoi est-ce que vous avez voté pour, Nathalie Loiseau? Alors, il y a à peu près une semaine, un tribunal à La Haye a reconnu que la Russie était responsable, avec les séparatistes du Donbass, du fait d'avoir abattu un avion civil, l'avion de la Malaisiane, si vous vous en souvenez, oui, bien sûr. 2014. 2014, oui. Causant la mort de plus de 250 passagers, essentiellement des Néerlandais. La justice néerlandaise a reconnu que les séparatistes pro-russes et les Russes avaient commis un acte de terrorisme. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met la tête dans le sable, on dit oui d'accord on le sait mais il faut surtout pas le dire. Le jour où on a voté la résolution du Parlement européen dont vous parlez, mercredi, une maternité, une de plus, dans la région de Zaporizhzhia, était bombardée par l'armée russe, causant la mort d'un nouveau-né de 2 jours. Qu'est-ce qu'on fait? On regarde ailleurs, on dit c'est mieux de... Non, c'est pas la guerre. Non, c'est pas la guerre. Combien de fois vous avez été sur un champ de bataille? Mais j'étais dans beaucoup de pays, vous savez, si on commence à... Je vous pose la question. Je vous pose la question. On ne va pas beaucoup de pays. L'Ukraine, j'y suis allé 3 fois, j'y retourne encore cette semaine et j'y retournerai encore avant la fin de l'année. Parce que avant de me faire une opinion, je prévois faire voir les choses de mes propres yeux. La guerre
même dans la guerre, il y a un droit de la guerre. Et ce droit de la guerre, il est bafoué depuis le début par les troupes de Vladimir Poutine, depuis le début, avec des tortures, avec des viols, avec des exécutions sommaires, avec le fait que on vise des civils ou des infrastructures civiles sans aucun but de guerre clair, sur la base d'une agression qui ne correspondait à aucune menace. Parce que le narratif que j'entends dans la bouche de Nicolas Bay, c'est le narratif russe. C'est on nous a provoqué, on a été vraiment pas sympathique avec nous, du coup on n'avait pas d'autre solution. Quoi ? Que d'envahir un pays qui ne menaçait personne, qui ne possédait pas d'armes nucléaires, qui n'était pas dans l'OTAN, qui demandait uniquement à rejoindre l'Union européenne et à pouvoir vivre en paix et en démocratie. Karima Delli. Rien ne justifiait cette invasion. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez voté pour. Karima Delli. D'abord, on doit le dire, le répéter, c'est que le Parlement européen a envoyé un signal très fort, même si c'est une résolution qui n'est pas contraignante, etc., parce que le vote est sans appel et vous avez rappelé les chiffres. La première chose que nous envoyons, je crois, et qu'il faut le dire, c'est qu'un État promoteur de terrorisme, je suis désolée aujourd'hui, et vous l'avez dit, Madame Loiseau, c'est qu'on ne parle pas, on ne peut pas parler avec un État promoteur du terrorisme. On ne peut pas en parler. Aujourd'hui, on le combat. Et lorsqu'on va dans l'essentiel, notamment du texte, il dit deux choses. Il dit, tout d'abord, on qualifie la Russie d'État sponsor du terrorisme et on exige l'inclusion, et là, il faut le dire, du groupe de milices, notamment du groupe Wagner. Alors voilà, là, les députés... Ça devient très intéressant. Oui, parce que les députés veulent isoler davantage la Russie sur le plan international, réduire les liens diplomatiques avec la Russie et fermer les institutions qui, dans l'Union européenne, diffusent de la propagande russe aussi. Voilà. Donc, c'est la volonté du Parlement européen, des députés européens. Et inscrire sur la liste de l'Union européenne en matière de terrorisme, effectivement, le groupe Wagner, le 141e régiment spécial motorisé, les Kadyrovites, c'est les gens de Kadyrov, et des groupes armés, autres groupes armés ou milices. Mais c'est ça, et c'est là où il y a un problème. Qui agissent en parallèle à qui n'agissent pas et qui ont déjà agi. Et c'est là où il faut qui agissent, oui. Oui, mais qui ont déjà agi. Qui continuent. Ils ont agi en Syrie, ils ont agi en Afrique. Ce sont des groupes paramilitaires, il faut le dire, avec des milices. Et tous les moyens sont utilisés pour imposer la terreur. Imposer la terreur, notamment à des populations. Et bien, vous voyez, moi, je ne crois pas que dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ce groupe, il massacre, il viole, il terrorise. Je considère aujourd'hui que tous ceux qui sont opposants à cette résolution ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Nicolas Bay. Vous savez, cette résolution, ça fait partie de ces textes un peu fourre-tout du Parlement européen où il y a des bonnes choses dedans, des choses vraies, parfaitement vraies, sur ce qui se passe, sur les faits. Et vous avez décrit, Madame Loiseau, des faits qui sont exacts, notamment des attaques contre des infrastructures civiles. Mais ce texte mélange tout et par la surenchère et par l'excès se décrédibilise totalement. Parce que vous êtes en train de décrire, mesdames, le fait, par exemple, qu'il y ait des milices paramilitaires qui interviennent à l'initiative de la Russie. Mais ça existe dans pratiquement toutes les guerres. On peut le regretter d'ailleurs. Non mais attendez, si, bien sûr que si. Et des actions militaires contre des cibles civiles, ça existe malheureusement dans toutes les guerres. Les bombardements contre Hiroshima et Nagasaki, par exemple, les crimes de guerre. Non, mais la guerre russe, vous pouvez pas dire que c'est une guerre. Là, c'est une guerre. Madame Delli, laissez faire parce que c'est les arguments. Je vais vous citer une phrase et vous allez me dire de qui c'est, Madame Delli. Un État sponsor du terrorisme n'existe pas en droit européen. Juridiquement, cela n'a ni base ni effet. Il s'agit plus de gesticulation politique qu'autre chose. Il est malvenu pour le Parlement européen d'alléguer ou de mentionner des choses qui n'existent pas en droit. Cette phrase est de Philippe Lambert, votre président de groupe, qui est un vert belge, et qui est, je suis pas en accord avec beaucoup de choses avec lui, mais là-dessus il a parfaitement raison. En réalité, on se donne bonne conscience. Oui, bah, je viens de le dire. C'est-à-dire, il dit que ce n'est pas un État. C'est un État qui sponsorise et qui utilise les méthodes des terroristes. Donc vous voyez, Wagner, 3 ans. Revenez sur le fond. Excusez-moi, On termine. Nicolas Bay termine, ensuite vous allez parler de Wagner.
valeur juridique. On peut toujours affirmer que la Russie se comporte mal, et on est tous d'accord pour dire qu'elle se comporte mal. Maintenant, quel est l'effet réel d'une résolution du Parlement européen qui dit qu'il y aurait des actes condamnables de la part de la Russie? Vous dites la Russie se comporte mal, la Russie c'est l'agresseur. Mais vous faites quoi pour condamner? Non, mais d'abord, moi je suis pas au pouvoir. Excusez-moi. Non, mais d'accord. Non, mais vous êtes député. Vous êtes député. Moi, j'ai condamné européen dès le début, avec la plus grande clarté, la plus grande fermeté. Est-ce que vous avez voté toutes les condamnations? Bien sûr que non. J'ai voté j'ai voté évidemment, par exemple, pas plus tard que jeudi, le soutien aux aides macrofinancières pour reconstruire les infrastructures civiles qui ont été détruites en Ukraine. Est-ce que vous avez voté tous les textes condamnant la Russie? Moi, je signe pas bêtement tout ce qui est décidé par le consensus entre la droite et la gauche européenne, qui veut se donner bonne conscience, mais qui n'agit pas. Mais si, mais qui n'agit pas. Il s'agit d'une position claire. La position claire, où on condamne l'agression russe, on ne la condamne pas, me semble-t-il. L'agression russe, c'est différent de dire que la Russie est un État terroriste. Ça obéit à des règles précises. Excusez-moi, mais vous avez condamné l'agression russe? Est-ce que vous avez condamné? Oui, avec la plus grande clarté. Vous avez voté au Parlement européen. Et je l'ai fait dans tous les médias. Eh ben, on va vérifier. Mais je refuse. Je l'ai fait tranquillement. Non, mais je l'ai fait dans tous les médias. Mais par contre, je refuse encore une fois des textes fourre-tout où on dit tout et n'importe quoi, qui en rien ne permettent de retrouver le chemin de la paix. Parce qu'excusez-moi, mais Emmanuel Macron a été quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine en Russie. Il a prétendu d'ailleurs avoir sauvé la paix. 3 jours après, on avait les chars russes qui déferlaient sur l'Ukraine. Et en réalité, il s'y est pris très tardivement parce que l'Europe, en réalité, est un nain géopolitique. Henry Kissinger disait l'Europe, quel numéro de téléphone? Et c'est le fond du problème, c'est-à-dire qu'on a laissé aux institutions européennes le soin de gérer notre position diplomatique, notamment à l'égard de la Russie. Or, elles n'ont pas de légitimité, ces institutions européennes ne sont pas reconnues, notamment par les principaux protagonistes, à commencer par la Russie. La voix de la France était attendue depuis des années pour être une voix d'équilibre. Je vous rappelle quand même que De Gaulle, il était capable de parler avec Tito. C'est marrant parce que il était capable de tenir une position. Il était capable de tenir une position d'équilibre entre les États-Unis et la Russie, et on a rompu cet équilibre. Et c'est une faute politique. Nathalie Loiseau. Bon, on va reprendre les votes de Monsieur B, parce qu'il vient nous expliquer qu'il y a des choses qu'il dit sur les plateaux de télévision ou les stations de radio, et puis il y a ce qu'il vote. Et le problème, c'est que c'est totalement contradictoire. Avril 2021, première troupe russe qui se masse à la frontière de l'Ukraine. Le Parlement européen écrit une résolution pour déplorer et craindre ce qui se passe. Monsieur B vote contre. Mais non, mais vous dites décembre 2021. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. C'est juste factuellement chacun a le droit de s'exprimer. Grossier ne vous rend pas service. Vous êtes peut-être grossier, mais pas moi en tout cas. Allez. Bon, arrêtez de couper Madame résolution du groupe Wagner, résolution qui condamne les exactions du groupe Wagner au Mali, en Centrafrique, au Mozambique, en Syrie, en Ukraine. Depuis 2013, le groupe Wagner est actif et en soutien des actions de Vladimir Poutine. Cette résolution, je la connais bien parce que c'est moi qui l'ai rédigée. Vous avez voté contre au moment où le groupe Wagner, avec tous les moyens d'Evgeny Prigojine, se présenter contre la France au Mali et chasser la France du Mali. Vous avez voté contre. C'est-à-dire que pour vous, ça n'est pas un groupe terroriste. Pour vous, ça ne pose pas de problème. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir d'où vous parlez. D'où parle Reconquête ou précédemment le Rassemblement National avec lequel vous avez fait un long bout de chemin. Combien de voyages en Russie? Est-ce que je peux voir? Combien de déplacements? Attendez. Combien de voyages auprès d'oligarques russes, notamment Léonid Sloutkin? Vous parlez comme parle le porte-parole du Kremlin. C'est un choix, c'est le vôtre. C'est ridicule. Oui, c'est vrai que c'est ridicule. J'ai été en Pologne et aux États-Unis plus qu'en Russie, Madame Loiseau. Il est 11h18. Étrangers qui menacent notamment les valeurs européennes, mais qui menacent aussi notre pays. Vous voyez? Et donc, dans l'ensemble de notre continent européen, là, il y a une bataille aussi idéologique. L'Europe,
ce sont des valeurs. C'est la démocratie, c'est la liberté, et ça, Poutine ne l'accepte pas. C'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que pendant des années, l'extrême droite dans notre pays, en France, a trouvé toutes les excuses à Vladimir Poutine ou a fait les salam alek, vous voyez, à Poutine. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et Nathalie Lazo l'a un peu évoqué, mais il faut le rappeler, on est dans un pays où le Front National a bien dit clairement et assez fort qu'il fallait cesser d'aider, même militairement, l'Ukraine. Vous vous souvenez de ça? Et bien là aussi, c'est-à-dire heureusement qu'en face, on a des gens qui savent faire la différence entre l'agresseur et l'agressé, et qu'aujourd'hui, nous sommes dans une guerre, mais la guerre que nous mène Monsieur Vladimir Poutine n'est pas une guerre simple, c'est une sale guerre. Je voudrais qu'on avance un peu dans le débat et je voudrais poser une question. D'abord, je rappelle qu'il n'y a pas de cadre juridique pour désigner un État comme État terroriste. Hein, il faut le rappeler. Il n'y en a pas encore dans l'Union européenne. Il n'y en a pas encore dans l'Union européenne. Bon, mais vous savez, le droit, c'est quelque chose qui se construit. Le crime de génocide n'existait pas avant la Shoah. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'il y ait un cadre juridique pour désigner un État terroriste? Pourquoi pas, mais je pense surtout que la surenchère verbale ne réglera rien. Non, et ne mettra pas sur le chemin de la paix. Précise. Mais je vais vous répondre sur tout ça, mais il n'y a aucun problème. Alors dites-moi oui. J'entends tellement de mensonges incroyables. On m'explique que je défendrais Poutine. Non, j'ai dit dès le début de l'émission que je condamne avec la plus grande clarté, la plus grande fermeté l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Regardez les déclarations de Zemmour. Que vous multipliez. Arrêtez de me couper la parole, Mme Loiseau, parce que vous faites exactement ce que vous me reprochez de faire. Alors, qui a dit ça, Madame Loiseau? Écoutez, qui a dit la position historique. Écoutez, l'Ukraine n'existe pas. C'est quoi cette déclaration? Qui a dit l'Ukraine n'existe pas? La réalité, la réalité. Non, c'est pas moi qui ai dit ça, mais ce qui est vrai, c'est que l'Ukraine est partagée, et tous ceux qui connaissent un peu le sujet le savent, entre une partie de l'Ukraine occidentale qui est naturellement tournée vers l'Europe, et une partie, bien sûr que si, de l'Ukraine, notamment les provinces du Donbass, qui sont naturellement tournées vers la Russie. Il y a une part de l'Ukraine qui est russophile, vous le savez, ça existe aussi. Mais elle n'est pas pro-guerre. Bien sûr. Un point très rapide. Dans l'histoire récente, notamment pendant la guerre froide, la position de la France, nous étions les alliés des Américains, incontestablement, y compris dans le cadre de l'OTAN. Mais la position historique de la France a toujours été une position d'équilibre. Et en réalité, depuis 2014 en particulier, nous avons rompu avec cette position d'équilibre. On aurait dû, par exemple, mettre l'énergie considérable pour faire respecter les accords de Minsk. Vous avez raison. Ce qui aurait contribué, bien sûr, ce qui aurait évidemment contribué à éviter l'escalade de violence entre l'Ukraine et la Russie. Alors, parlons de ces accords de Minsk. Des accords de Minsk. Alors, allez-y. Les accords de Minsk, d'abord, ils sont négociés et signés, il y en a deux, après une première intervention de la Russie qui manipule des séparatistes au Donbass, c'est-à-dire quand on connaît le Donbass, quand on y est allé, il se trouve que, avant de m'exprimer, j'ai fait l'effort d'y aller. Essentiellement des mafieux du Donbass qui ont trouvé un avantage. Les accords de Minsk demandaient que une forme d'autonomie du Donbass soit respectée par Kiev, sous réserve que la Russie cesse d'intervenir au Donbass. Est-ce que la Russie a cessé une seule seconde d'avoir des hommes sans uniforme, mais des hommes armés présents au Donbass? Jamais. La première qui n'a pas respecté les accords de Minsk, et c'est malheureux. Vous savez, quand vous avez des hommes armés russes avec des équipements militaires russes sur votre territoire souverain, comment voulez-vous respecter un accord qui est violé par un agresseur? Comment voulez-vous le faire? C'est simplement impossible. C'est ça qui s'est passé. Et vous auriez voulu l'apaisement. Vous auriez voulu qu'on ferme les yeux. On a en réalité beaucoup trop fermé les yeux, beaucoup trop longtemps. 2014... annexion de la Crimée, déstabilisation du Donbass, on regarde, on dit c'est pas bien, mais on laisse faire. 2015, Syrie... Je voudrais poser une question. Est-ce que le non-respect des accords du Donbass, de Minsk, sur le Donbass, justifie l'agression russe? Je vous pose la question.
À moi, vous me posez la Oui. question? Non, moi, je pense rien ne justifie l'agression russe. Rien ne justifie l'invasion militaire de l'Ukraine par la Russie. Donc, ne faisons pas allusion aux accords de Minsk. Parce qu'il faut quand même comprendre comment on en est arrivé là. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure des sanctions. Parce qu'en réalité, on s'est donné bonne conscience. Et le Parlement européen est un peu spécialiste dans ce domaine, il faut bien le dire. Mais on se drape dans la vertu, on se donne bonne conscience, on fait des surenchères verbales, on n'agit pas du tout, on fait rien du tout. Ah bah oui, et bien sûr que non. Et le résultat, c'est qu'au lieu de créer des conditions diplomatiques favorables à une désescalade, eh bien, on augmente les risques. J'ai l'impression d'entendre Salvini. C'est ouf, hein, parce que Salvini... Non, le porte-parole du Kremlin dit exactement la même chose. Oui, mais il disait ça aussi, c'est ouf. Hein. Alors, je voudrais quand même... C'est quand même incroyable, franchement. Cette précision, les États-Unis refusent d'inscrire la Russie sur la liste des États soutenant le terrorisme. Ça vous surprend, oui, mais il y a des... Ça vous surprend ou pas? Il y a aussi des parlements nationaux qui ont inscrit le fait que aussi la Russie c'est un État terroriste. Vous savez, moi, je ne regarde pas vers Washington, etc. Quand il s'agit d'une guerre sur le sol européen. Mais pourquoi le gouvernement américain s'y oppose alors que le Congrès l'incite à le faire? C'est de poser la question aux États-Unis. Je ne suis pas le porte-parole de l'ambassade politique. Parce que les États-Unis ont comme caractéristique de prendre la situation telle qu'elle est, la réelle politique et de défendre leurs intérêts. Alors d'abord, pas toujours avec succès, et il est certain que les intérêts américains sont moins touchés par ce qui se passe en Ukraine que les intérêts européens. Cette guerre se passe sur le sol de l'Europe. Tant mieux, les Américains livrent des armes à l'Ukraine. Peut-être que demain, avec un changement politique aux États-Unis, ça ne serait plus le cas. Moi, je considère que ceux qui doivent prioritairement s'impliquer sur ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est nous, Européens. Parce que Vladimir Poutine, il faut écouter ce qu'il dit, il faut lire ce qu'il écrit. Ce qu'il combat en Ukraine depuis 2014, c'est le fait que l'Ukraine se soit tournée vers l'Union européenne et qu'elle veuille vers l'Union européenne. Maïdan, c'était les drapeaux européens et rien d'autre. Et qu'elle veuille rejoindre l'Union européenne et qu'elle se soit démocratisée. Que les oligarques corrompus que l'on connaît en Ukraine, pro-russe, aient commencé à être écartés. C'est là où l'Ukraine a commencé à être punie par Vladimir Poutine. Tout ça nous regarde. Donc moi, je me demande pas ce que fait ou ce que fait pas Washington. Je me demande quel est notre intérêt. Vladimir Poutine dit, derrière l'Ukraine, il y a les États baltes, il y a la Pologne. Je n'ai pas fini. Et puis tous les jours, la Russie, par la désinformation, par les cyberattaques, par la capture d'une partie de nos élites politiques, c'est l'objet de votre livre, mangent dans la main de Vladimir Poutine, la Russie de Poutine nous mène une guerre hybride. Donc nous avons intérêt à ce que cette Russie soit affaiblie, à ce que bien sûr il y ait des négociations de paix. Tout le monde rêve de la paix. Et moi qui vais à chaque fois voir en Ukraine des gens qui souffrent, je rêve du moment où ils arrêteront de souffrir. Mais c'est quoi la paix? Est-ce que la solution diplomatique, c'est on arrête tout de suite, on laisse Vladimir Poutine se refaire une santé parce que militairement, pour le moment, pour l'armée russe, ça se passe mal. C'est baisser les armes. Moi, je pose simplement la question, Nicolas Bay. Est-ce que les Ukrainiens doivent baisser les armes? Au moment où l'Ukraine fait une contre-offensive qui marche, c'est-à-dire que non. Punissez l'agresseur. Non, mais je pose la question. Vous êtes le plus à même d'agir pour la paix lorsque vous avez des moyens militaires importants. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait d'ailleurs que pourquoi l'Union européenne n'arrive pas l'armement de l'Ukraine. Pourquoi l'Union européenne n'arrive pas à peser dans ce conflit? Parce que justement, elle n'est pas un État avec des moyens militaires. Et en réalité, en Europe aujourd'hui, maintenant que les Britanniques sont sortis, il n'y a que la France qui a à la fois le siège au Conseil de sécurité, l'arme nucléaire, les capacités de projection militaire, le réseau diplomatique mondial. Donc c'est la France qui était seule en réalité en capacité réelle d'agir. Mais le problème, c'est que l'Europe veut se convaincre, les institutions européennes veulent se convaincre qu'on est dans une guerre entre l'Europe et la Russie. En réalité, c'est pas tout à fait le cas. C'est une guerre entre la Russie et les États-Unis, et les États-Unis sont ravis de nous faire faire le sale boulot. 10h35. J'ai une autre question à vous poser pour nourrir le débat. Est-ce qu'une telle résolution donc votée mercredi dernier, ferme les portes d'une solution diplomatique? Oui ou non? Eh ben moi, je dirais que pour l'instant, il est clair qu'il n'y a pas d'espace pour négocier parce qu'on a un peuple qui est quand même incroyable,
le peuple ukrainien, qui, en février 2022, tout le monde disait en 48 heures c'est plié cette affaire. Vous voyez, on est aujourd'hui à près de 300 jours et Nathalie Loiseau et moi-même on le rappelle, c'est le drapeau européen qui flottait durant cette guerre et que il faut le rappeler, c'est que les Ukrainiens nous donnent une leçon de courage incroyable et de résistance. Mais moi je le dis, la Russie est incapable de battre est incapable de battre une armée, et c'est cette armée ukrainienne. Et donc, y a-t-il aujourd'hui une solution diplomatique, quoi? C'est la question de Nathalie Loiseau. Aujourd'hui, on n'en voit pas. Vous avez un peuple en armes qui est le peuple ukrainien, et vous avez une armée russe mal organisée, visiblement mal commandée, visiblement mal équipée par des décennies de corruption, qui se bat avec réticence. Les Ukrainiens disent une chose, nous voulons être certains de ne plus vivre sous la menace d'une nouvelle intervention militaire russe. La paix passera par un engagement crédible de ne plus menacer l'Ukraine dans son intégrité, dans son indépendance. Pour le moment, ça n'est pas du tout ce que dit Vladimir Poutine. Il parle de dénazification, il parle même maintenant de désatanisation de l'Ukraine. Donc on est parti dans un délire parce qu'il ne sait plus comment sortir de cet aventurisme militaire où il avait tout mal calculé. Il pensait que les Européens seraient divisés, ils le sont beaucoup moins qu'ils ne l'imaginaient. Il pensait que l'OTAN laisserait faire, l'OTAN n'a pas laissé faire et aide l'Ukraine. Il pensait que l'Ukraine n'existait pas ou était divisée. Il a forgé comme jamais une nation ukrainienne. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais de diplomatie? Mais bien sûr, il y a même de la diplomatie pendant la guerre. Mais oui. Quand Emmanuel Macron appelle et rappelle à la demande de Volodymyr Zelensky pour essayer de mettre un peu de sécurité et de sûreté sur la centrale nucléaire de Zaporijjia, il fait de la diplomatie au milieu de la guerre. Mais de là, négocier les paramètres de la paix, c'est pas le moment. Alors à propos de Zaporijjia, il est possible que les Russes quittent la centrale de Zaporijjia. En ce qui concerne la diplomatie aujourd'hui d'Emmanuel Macron, apparemment, il parle dans le vide parce que la réponse des autorités russes et notamment du ministère russe des Affaires étrangères est claire. On ne discute pas. Pour l'instant, ils ne sont pas prêts à discuter officiellement. Mais c'est normal, c'est normal. Ils n'ont d'ailleurs jamais parlé à Volodymyr Zelensky. Jamais. Mais dites-vous bien que depuis le début, jamais Vladimir Poutine n'a parlé à Volodymyr Zelensky. Non, mais on est d'accord. Mais aujourd'hui, il y a une équipe de négociation entre les Russes et les Ukrainiens. Emmanuel Macron avait dit qu'il allait prendre contact une nouvelle fois avec Vladimir Poutine, c'est repoussé. Vous avez vu les dernières déclarations du ministère des Affaires étrangères russe, et elles sont claires. Bien, maintenant j'ai une question, Nicolas B. à vous poser. Sur les négociations, pour garantir la paix, il faut désarmer l'Ukraine? Oui, ne plus armer l'Ukraine. Écoutez. Oui ou non? Ce qui est certain en tout cas, c'est que... C'est oui ou c'est non alors? Non, il faut que l'Ukraine puisse se battre et se défendre et défendre son territoire. Donc il faut lui donner des armes. Bien sûr. Donc il faut lui donner des armes. Là, vous posez une autre question. C'est si nous, on fournit des armes directement à l'Ukraine. Nous sommes évidemment, dans ce cas, dans une situation de co-belligérance. C'est-à-dire que ça nous empêche précisément d'avoir le rôle diplomatique que par ailleurs vous appelez de vos voeux. On fait quoi, Nicolas B, si on ne donne pas d'armes, on fait quoi? On les regarde, on regarde les décès. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un conflit dans le monde, il faut prendre parti. Non, on peut avoir un rôle diplomatique qui sera infiniment plus utile. Et fournir des armes à l'Ukraine, ça nous place dans le camp de l'Ukraine contre la Russie, ce qui nous empêche de donner une vous êtes contre la fourniture. Bien sûr que si. Donc vous êtes contre la fourniture d'armes à l'Ukraine. Oui, je pense qu'il ne faut pas fournir d'armes à l'Ukraine. Plus une arme à l'Ukraine. Parce que donc vous laissez la Russie écrabouiller l'Ukraine. Mais c'est pas ça. Vous voyez bien qu'aujourd'hui l'Ukraine parvient à se défendre contre la Russie. Et Mme Loiseau passe son temps à nous expliquer, ce qui est d'ailleurs partie vrai, que l'armée russe est affaiblie. Et c'est exact, elle est affaiblie. Donc il faut évidemment être du côté, en effet, vous avez raison, de l'agressé et pas de l'agresseur, il n'y a aucun doute et on est tous les trois d'accord là-dessus. Mais en revanche, si on veut retrouver le chemin de la diplomatie et si on veut espérer que cette guerre elle termine un jour, et ça peut être aussi l'intérêt de la Russie, parce que vous voyez bien qu'aujourd'hui on est dans une situation d'enlisement et ça n'a échappé à personne et évidemment pas à Poutine. Poutine, il a aussi intérêt à sortir de cette guerre à un moment donné dans les meilleures
conditions pour lui. Il ne veut pas montrer qu'il a perdu. Tant qu'il n'a pas compris qu'il avait perdu. Tant qu'il n'a pas compris qu'il avait perdu. Diplomatique qui va permettre justement de dire ça. à la Russie de sortir de cette guerre pour éviter les morts en Ukraine. Parce que votre position, elle va continuer, elle va consister à pousser la guerre à aller jusqu'au bout et il y aura toujours plus de morts en Ukraine. Nicolas, mais c'est pas nous qui faisons la guerre, hein, c'est la Russie, vous voyez. Sur le chemin diplomatique, est-ce que vous ne croyez pas qu'il est plus facile d'ouvrir des négociations lorsqu'il y a un équilibre des forces et plutôt que lorsque l'un des deux belligérants est en position de force? Franchement, je ne comprends pas. Vous êtes dans ce que vous voyez une ambiguïté sur le terrain, c'est qu'il y a un équilibre des forces de plus en plus clair. Bon. Heureusement, pourquoi est-ce qu'il y a un équilibre des forces de plus en plus clair? Mais parce que l'Ukraine a été armée, est affaiblie, et parce que l'Ukraine dispose d'un certain nombre d'armes défensives qu'on a fournies. Bon, mais donc on a eu raison. Mais je dis pas qu'il ne faut pas soutenir l'Ukraine, y compris financièrement. J'ai voté, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai voté. Vous êtes dans l'ambiguïté. Je dis simplement, écoutez, je comprends ce que vous voulez dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je veux quelque chose de clair. Attendez, si la France demain et un certain nombre d'autres pays fournissent tous les moyens militaires, des moyens considérables militaires à l'Ukraine, à ce moment-là, elle sera en capacité de se défendre encore beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ça va nous mener sur le chemin de la paix face à la Russie qui a l'arme nucléaire? Et donc, évidemment que la surenchère militaire n'est pas une solution. Et donc, vous êtes en train de dire, si on pousse votre réflexion jusqu'au bout, on dit, à ce moment-là, on va donner des armes toujours plus importantes à l'Ukraine pour qu'elle combatte toujours plus efficacement l'armée russe. Mais c'est pas ça qui va aboutir à la paix. Je dis que pour assurer un dialogue diplomatique, il faut que les forces en présence soient d'égale puissance. Vous voyez bien. Et aujourd'hui, heureusement que l'Ukraine a été armée. Heureusement, parce que sinon, la Russie serait à Kiev. Mais oui, qu'il y ait un certain nombre de pays qui fournissent des armes à l'Ukraine. Je ne dis pas. Mais est-ce que la place de la France, c'est de devenir comme belligérant aux côtés de l'Ukraine contre la Russie? Je ne crois pas que ce soit ça qui aboutisse à la paix. Livrer des armes n'a jamais fait de nous des co-belligérants. Nous livrons des armes depuis bientôt 8 mois. Ça n'a jamais fait de nous des co-belligérants. De la même manière que quand l'Union... Mais non, c'est faux. De la même manière que quand l'Union soviétique livrait des armes à Ho Chi Minh contre les Américains, ça ne faisait pas de l'Union soviétique un co-belligérant de la guerre du Vietnam. À minima, ça va un allié militaire, à minima. Et alors, oui, bien sûr qu'il faut être allié avec l'Ukraine. Et heureusement que nous livrons des armes depuis le début. Heureusement que les Britanniques, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que mon père était résistant et maquisard, ne se disait pas il faut pas parachuter d'armes à la France parce que on sait jamais. Heureusement qu'ils nous ont aidés. Ce que vous dites est finalement moralement scandaleux. Non, mais je sais que vous êtes dans les postures morales en permanence, mais enfin, vos postures morales depuis 10 ans, elles ont abouti à la guerre aux frontières de l'Europe quand même. Parce que la position morale qui a consisté à faire une guerre froide permanente à la Russie, c'est ça aussi qui a créé ce conflit à nos portes. Vladimir Poutine n'a évidemment aucune responsabilité grosse coupe dans le déclenchement de la guerre. Arrêtez de dire des conneries. Je voudrais juste vous poser une question, Nicolas Bay. Vous avez été quand même longtemps au RN, je sais que vous n'y êtes plus. J'ai suivi. Vous étiez dans le groupe Identité et Démocratie. C'est le groupe d'extrême droite du Parlement européen. Comment s'appelait la conseillère du groupe Identité et Démocratie pour les questions de sécurité et de défense de relations avec la Russie? Pendant que vous y siégez. Moi, je ne siégeais pas dans cette commission-là. Si, parce qu'elle vous a accompagné en Russie. Vous voulez nous faire croire que... Vous a accompagné en Russie, elle s'appelle Tamara Volhova. Et donc, ça veut dire elle est russe. Allez, faire un déplacement en Russie, comme l'a fait Emmanuel Macron, un nombre incalculable de fois, il n'a pas de conseillère russe. En soi scandaleux. Mais vous savez, moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai été en Pologne. Non, mais votre conseillère. Et vous savez, on peut avoir des relations diplomatiques, des relations avec des pays étrangers, sans être d'accord avec tout ce qu'ils font. Vous savez, tout à l'heure, vous écoutez nous expliquer, par exemple, que le groupe Wagner est une milice paramilitaire, ce qui est parfaitement vrai. Et vous m'expliquez, vous n'avez pas voté le texte qui condamne ce qu'ils ont fait en Syrie. Mais vous savez ce qu'ils ont fait en Syrie, le groupe Wagner? Ils ont combattu Daesh et Al-Nosra. C'est faux. Donc si vous êtes du côté de Daesh et d'Al-Nosra, moi ça me pose un vrai problème moral pour le coup. C'est encore un mensonge de plus. Vous n'avez pas condamné un groupe. Moi j'ai été en Syrie, je connais un peu le sujet. De mercenaires. Oui, vous avez été soutenir Bachar el-Assad. C'est votre manière de connaître le sujet. Non, pas du tout. Mais vous êtes du côté de Daesh et Al-Nosra contre Bachar el-Assad.
si c'est tout ce qui vous reste, alors je suis désolée pour Allez, dernière c'est une pause. bérésine. 8, le Parlement européen a donc adopté une résolution qui qualifie la Russie d'État soutenant le terrorisme. Les frappes russes en Ukraine contre les cibles civiles, comme les hôpitaux, les écoles ou les infrastructures énergétiques, violent les lois internationales, a précisé le Parlement européen. C'est l'objectif russe aujourd'hui, c'est de faire durer la guerre, dans tous les cas, en frappant les infrastructures ukrainiennes, de désorganiser la résistance civile ukrainienne, de démoraliser la population ukrainienne. C'est l'objectif aujourd'hui, parce que la Russie ne peut pas gagner la guerre, mais est-ce que, pour autant, cette résolution est utile? Parce que absolument. Elle est utile, mais... Absolument, parce qu'elle fait suite, et il faut le rappeler, et je pense qu'on ne l'a pas assez rappelé, elle fait suite aussi à des parlements nationaux qui l'ont déjà écrit dans leur loi. Par exemple, notamment la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. Et la Pologne. Ça envoie un message très clair. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que dans cette résolution, je pense il faut le dire, on ne pourra pas mettre fin à la guerre sans soit une victoire totale d'un camp à un autre, soit la négociation. Sauf que dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les Ukrainiens, justement, ils ont fait tellement de sacrifices. Maintenant, ils iront au bout. Et face à ça, quelles négociations peuvent-ils accepter? Attendez, j'ai pas fini. C'est que face à ça, Poutine n'a pas compris que sur le champ de guerre armé, il a perdu. Donc, et je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut le rappeler, il rentre dans une autre perspective qui est terrible. Ce sont les Américains qui C'est une guerre psychologique sur les populations civiles. Et maintenant, alors, pour les États-Unis, il faut regarder ce qu'a dit le général quand même, Mac Miller, qui a dit aux Ukrainiens: maintenez votre camp, notamment pour être fort aux tables de négociation, parce que c'est là où ça va être très important. Si on a les Ukrainiens qui, aujourd'hui, ont une position quand même beaucoup plus forte qu'il y a quelques mois, arrivent aux tables de négociation affaiblies, ça ne marchera pas. Aujourd'hui, il faut maintenir leur situation. Il y a des groupes de négociation qui existent entre la Russie et l'Ukraine depuis des mois, depuis le début. Pour la libération des prisonniers. Pas seulement. Pour la libération des prisonniers. Pas seulement. Vous parlez à quels Ukrainiens? Il y a eu des chapitres... Non, la Russie et l'Ukraine ont des groupes de travail, de négociation, y compris sur des conditions à réunir pour la paix. Pour l'instant, ça n'a pas abouti, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça existe. Bon. Cette résolution du Parlement européen, si on récapitule, elle n'a aucune efficacité politique, elle n'a aucune efficacité diplomatique, vous dites ça sur toutes les résolutions du Parlement militaire. Donc ça s'appelle de la gesticulation. C'est de ça dont il s'agit. Voilà. Parce que la morale, c'est stérile. Le Parlement européen, il n'a pas de pouvoir dans ce domaine. Et j'irai même plus loin, Jean-Jacques Bourdin. Les institutions européennes dans leur ensemble, la Commission européenne a un pouvoir absolument nul. Et elle est totalement décrédibilisée dans ce conflit. Aujourd'hui, les protagonistes, c'est qui? C'est les États-Unis d'un côté, la Russie de l'autre et l'Ukraine. Et en réalité, l'Europe ne pèse pas collectivement, et la France, parce qu'elle a rompu sa position d'équilibre historique, elle n'existe plus dans ce conflit, elle n'existe plus à la table des négociations. Alors, évidemment, je suis le premier à le regretter en tant que patriote français. Mais vous savez que, écoutez, au moment de la négociation antérieure, les accords de Minsk 1 et de Minsk 2, eh bien la France pesait encore dans la négociation. Mais parce qu'elle est apparue comme inféodée aux intérêts américains, eh bien aujourd'hui elle est plus capable d'être présente à la table des négociations et de pousser, de créer les conditions du chemin de la paix. Le message du Parlement, il est simple. Pas de retour au business as usual avec ce régime terroriste. Il est simple, il faut que vous le compreniez, monsieur Nicolas B. C'est l'Union européenne qui prend ses rêves pour des réalités. Je suis désolée de vous dire que depuis le début de ce conflit, l'Union européenne a livré pour 3 milliards, l'Union européenne, je ne parle pas des États séparément d'Europe, de 3 milliards d'euros d'armement à l'Ukraine. Si vous mettez en plus tous les États, si vous mettez les États en plus, on arrive à 8 milliards. Mais la facilité européenne de paix, n'a pas d'armement, on n'a pas d'équipement militaire. Elle a
une ligne budgétaire qu'elle a utilisée. L'argent des États membres. Mais comme d'habitude, c'est une décision de l'Union européenne. C'est un nationaliste. C'est un nationaliste. C'est chaque État qui décide s'il met de l'argent ou pas et qui fournit des armes ou pas. Intervenir une seule fois, vous couvriez la voie. Alors, 13 milliards d'euros d'aide financière pour l'année prochaine à l'Ukraine. C'est l'Union européenne. L'Union européenne, depuis le début, a décidé d'aider l'Ukraine, a accordé le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne à l'Ukraine. Et pour la première fois, l'Union européenne joue un rôle politique. S'agissant de la résolution, on peut toujours dire c'est de la gesticulation, ça ne sert à rien. Alors arrêtez tout de suite votre mandat de député européen. Rendez l'argent, rendez votre mandat, c'est clair. Que vous ne servez à rien. La réalité, c'est que si nous sommes suivis par les institutions européennes, déclarer le groupe Wagner comme un groupe terroriste, ça signifie que quiconque contracte ou travaille avec le groupe Wagner devient complice d'un groupe terroriste et peut être poursuivi. Je peux vous assurer que, par exemple, au Sahel, ça a un impact. Décider que la Russie est un État qui soutient le terrorisme, si l'Union européenne le décide, ça signifie que les avoirs que nous avons gelés, les avoirs russes qui ont été gelés par une décision, et oui, encore de l'Union européenne, ces avoirs peuvent être confisquer et servir à la reconstruction de l'Ukraine. Ce sont des milliards qui sont gelés en Europe, dans les banques, en France. Eh bien, non seulement on les gèle, mais à partir du moment où cet État soutient le terrorisme, on peut les confisquer et on peut utiliser cet argent volé par des Russes pour reconstruire l'Ukraine. Et certains vont dire que c'est de la gesticulation. Oui, c'est de la gesticulation. Je suis désolée. C'est pas de la gesticulation. Ce qui est nouveau dans l'histoire, c'est d'une part, c'est pas de la gesticulation, mais c'est que l'Europe est incarnée. Et on voit une femme, je suis désolée de vous le dire, monsieur. C'est du tout l'humour. Non, c'est pas de l'humour, c'est parce que vous pensez qu'elle pèse moindrement sur la scène diplomatique et militaire. En tout cas, elle ne coupe pas la parole à ses interlocuteurs. En tout cas, elle est dans l'unité et elle n'a pas peur de Poutine et qu'elle avance. Vous voyez, c'est ça qui est aussi extraordinaire dans l'histoire, dans le moment politique. Mais quelle utilité? Mais regardez ce qu'on fait à l'Europe. Ça, c'est la première. La vaccination. Ah oui, super, très réussi la vaccination. Oui, le continent. Et ensuite, moi, on a acheté très cher des vaccins. Monsieur Nicolas B. Vous vouliez qu'on achète des vaccins russes, ça c'est vrai. Vous vous dites nationaliste. Vous vous dites nationaliste et le truc qui est assez extraordinaire dans votre. Un bon nationaliste russe. Eh ben c'est ça, quand on voit le démembrement d'une nation qu'est l'Ukraine et qui lutte avec résistance, etc., vous n'êtes pas là, au contraire, vous êtes là en train de discréditer un peuple qui se lève. En tout cas, nous, on fera tout pour aider le peuple ukrainien. Merci à tous les trois. Je rappelle votre livre, Nathalie Loiseau, La guerre qu'on ne voit pas venir, aux éditions de l'Observatoire. Alors, désinformation, cyberattaque. Oui, capture des élites, corruption de certains politiques, usage des diasporas. Il y en a malheureusement pour tout le monde, partout en Europe. Et ça ne concerne pas que la Russie d'ailleurs. Et ça ne concerne la Chine, la Turquie, l'Iran et quelques autres. La radicalisation religieuse, etc. Où là, les enjeux sont... Et même les Américains, qui ne sont pas exempts. Qui ne sont pas exempts, je l'ai vécu et je le raconte.